Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Dolmerny. Comment tu vas, Marine? Bonjour Antoine, super, je suis très, très contente d'être là, après avoir écouté pas mal d'épisodes, je me retrouve de l'autre côté. Exactement, de l'autre côté du micro, du côté du micro pour parler de pas mal de sujets aujourd'hui, de la seconde main, bien sûr. C'est l'objectif principal de notre échange aujourd'hui, comprendre ce que vous faites au sein d'Hommage, mais surtout comprendre le marché au global de la seconde main sur notamment ces sujets de prêt-à-porter. On va en discuter pas mal aujourd'hui. Mais je vais démarrer bien sûr par une présentation, comprendre qui es-tu, Marine? Alors Marine, tu l'as dit, moi j'ai 31 ans, je suis mariée, je vis à Paris la plupart du temps, mais j'aime bien me ressourcer dans le Vaucluse, où je vais du coup assez régulièrement. Je dirais que je suis une militante écologiste et imparfaite à mon échelle. En tout cas, j'essaie de faire un maximum de choses et c'est du coup ce qui m'a poussée à créer Hommage, qui est donc ma société aujourd'hui. Et ça, c'était il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. On pourra peut-être en parler un petit peu, mais c'était aussi sauter le pas de l'entrepreneuriat et passer d'une carrière, on va dire, assez confortable à un énorme challenge, mais qui a beaucoup de sens pour moi. Et tu faisais quoi du coup avant de lancer Hommage il y a un an et demi? Avant ça, je travaillais dans le conseil, les grands méchants. Non, c'est pas si méchant que ça. Moi aussi, je travaille dans le conseil, tu vois, donc C'est pas comme ça. Dans le conseil, puis dans une start-up qui faisait de la logistique pour le e-commerce en neuf. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais beaucoup d'apprentissage en tout cas pour l'exécution de ce qu'on fait. Ok. À quel moment tu décides de te focaliser sur la seconde main? À quel moment tu entends parler de ce concept-là? Peut-être quand tu étais en conseil ou etc. Et à quel moment tu décides de te lancer sur ce sujet-là qui est quand même bien différent de ce que tu pouvais annoncer en effet juste avant? Ouais, en effet. En fait, c'est venu assez naturellement. Ça fait plusieurs années. Je vais parler de mon cheminement personnel sur les sujets environnementaux. Ça a pris plusieurs années à évoluer dans ma petite tête. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai changé des choses petit à petit et ça a commencé par... j'avais beaucoup le prisme du plastique et du recyclage parce que je faisais de la plongée et c'est un peu les premiers impacts que j'ai vus. Et du coup qui m'ont fait m'intéresser à la biodiversité et au changement climatique de façon plus générale. Je dirais que ça a évolué et j'ai commencé à me renseigner de plus en plus. J'ai eu un peu le point de bascule le jour où j'ai fait mon bilan carbone et que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je commence à changer beaucoup de choses. Et c'est là où j'ai commencé à devenir végétarienne, à plus prendre l'avion, ce genre de choses. Et après, peut-être autour de la trentaine, ma crise de la trentaine, je dirais, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses dans ma vie personnelle pour en tout cas réduire mon empreinte carbone et surtout essayer aussi de faire changer les gens autour de moi. Parce que pour moi, c'est aussi ça qui est très important, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer à faire changer les groupes de personnes autour de nous, que ce soit la famille, les amis, les collègues et donc à plus grande échelle la société. Et en fait, je me disais, si je veux avoir plus d'impact que ça, ça passe peut-être par de la politique, une association ou mon travail. Et en fait, les deux premiers, c'est en plus de mon travail. Et je passais quand même déjà beaucoup de temps au travail. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est peut-être la troisième option, c'est le travail. Et donc, qu'est-ce que je peux vouloir faire? Et il se trouve que ces dernières années, dans mon parcours justement on va dire ma transition vers un mode de vie plus sobre. Il y a pas mal de choses que j'ai changées, mais il y a un gros élément où je m'étais noté dans une petite note sur mon téléphone plein de choses qui me frustraient, et c'est la seconde main. Parce que ça fait 3 ans maintenant que j'avais rien acheté de neuf, parce que en fait c'est assez clair. Acheter quelque chose qui existe déjà par rapport à acheter du neuf qui vient d'être produit exprès pour ça, je pense que tout le monde peut comprendre que l'impact carbone il est plus faible. Et pour autant, j'utilisais beaucoup, je vais les citer, Vinted et Le Bon Coin. On en reparlera après, ça m'intéresse d'avoir tous les avis là-dessus. Je ne veux pas cracher dans la soupe, parce que c'est grâce à eux qu'on on en est là où on est aujourd'hui. Mais ce faisant, en fait, et les utilisant beaucoup, parce que j'utilisais aucune alternative en neuf. Donc tout ce que j'achetais, même des consommables, enfin vraiment de tout.
mais des vêtements, mais juste une scie à cloche pour faire des travaux, même juste une scie par exemple. J'achète tout ça en seconde main, donc on peut quand même avoir souvent ce genre de besoin, même si on veut être dans des comportements plus sobres. Bref, en fait, j'ai trouvé l'expérience super frustrante. Des ventes qui étaient annulées, on savait pas si les produits étaient disponibles. Sur le Bon Coin, on dit que c'est possible de le faire en livraison, et en fait, une fois qu'on paye, on nous dit non, je fais pas la livraison. J'avais toute une liste comme ça, longue comme le bras, où en fait, je me disais, j'y passe un temps fou juste pour avoir les produits que je veux à la fin. Et donc là, je me suis dit, il y a un truc à faire, parce que moi, qui suis super motivée pour le faire et convaincue de l'impact que ça a d'acheter de seconde main, je trouve ça compliqué. Et du coup, je vois que les gens autour de moi s'y mettent pas, à commencer par mon mari, par exemple, qui me demandait de lui acheter des chaussettes sur Vinted parce qu'il avait la flemme de le faire. Et là, je me suis dit, en fait, il manque une nouvelle expérience pour convaincre tout le monde. Et vraiment, le but, c'est de faire de la seconde main un réflexe. Donc, c'était un peu le point de départ. Okay. On n'est toujours pas arrivé à ce qui est hommage aujourd'hui, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai choisi la seconde main et que je me suis dit, il faut changer de vie. Pourquoi tu décides de te concentrer uniquement sur la partie prêt-à-porter peut-être c'est pour démarrer ou pas, hein, mais ouais. Pourquoi tu te décides uniquement sur ce sujet-là pour l'instant? Alors ça, pour le coup, c'est une bonne question et c'est simplement un enjeu business. Je t'ai dit, le point de départ, c'était faire de la seconde main un réflexe et repenser complètement les usages. Il se trouve qu'à ce moment-là, ma crise de la trentaine, d'ailleurs, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai commencé à réfléchir à ce que pourrait être une boîte dans ce domaine avec Paul, qui est mon associé aujourd'hui. On est deux cofondateurs. Qui était un petit peu au même cheminement intellectuel que moi et où il se sentait un peu en dissonance cognitive entre ce qu'il faisait au quotidien dans sa vie et ce qu'il faisait au travail. Et donc on a commencé à réfléchir cette fois-ci plus d'un point de vue business que d'un point de vue impact, parce qu'on était tous les deux ultra convaincus de faire quelque chose dans la seconde main. Et là, en fait, on a très vite compris, en se renseignant auprès d'anciens entrepreneurs, d'experts, de marques, qu'en fait, il fallait se verticaliser. Donc, ça veut dire choisir un angle d'attaque bien précis, parce qu'en fait, des plateformes comme Le Bon Coin dans la seconde main ou comme Amazon dans le neuf, qui sont complètement multicatégories, c'est plutôt des exceptions. Et donc, on a bien vu, Vinted, ils sont un petit peu élargis, mais ils ont commencé par le vêtement. Mais si on prend dans les marketplaces en neuf, où pour le coup, on a plus de recul, on est spécialisé dans l'électronique avec Back Market, dans le jardinage, le bricolage avec Mano Mano, etc. La liste est assez longue. Dans le sport, il y en a plein. Donc c'est un peu le sens de l'histoire. Et du coup, pourquoi on a choisi la mode? Pas du tout par passion. Au contraire, je pense que je suis peut-être une des personnes qui aime le moins la mode. Je m'habille de façon assez fonctionnelle. Ou par confort, mais pas moins par style, on va dire. Mais en fait, c'est un marché qui est en explosion au sein de la seconde main. Qui a connu une première, même deux vagues, on va dire, d'évangélisation, mais la deuxième grosse, c'était justement grâce à Vinted. Et pour autant, il reste un boulevard d'opportunités, puisqu'aujourd'hui, le chiffre qui est assez marquant, c'est que le marché de la mode de seconde main, c'est à peine 3% du marché du neuf. J'avais demandé du coup où est-ce que ça en était, ouais. La différence entre les deux. En fait, nos concurrents, c'est pas forcément les autres plateformes de seconde main, mais plutôt le neuf. Et si on fait un parallèle avec l'automobile, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de ventes d'occasion que de ventes en neuf. Donc c'est vraiment devenu un usage dans les mœurs de tout le monde, quand pour les vêtements de seconde main, malheureusement, on en est encore très loin. Avant de parler plus en détail du marché de la seconde main, même si tu commences à en parler, cette différence-là, on en reparlera aussi par la suite, sur l'impact carbone du marché de neuf, de l'habillement, du prêt-à-porter. Où est-ce qu'on en est, juste pour rappeler un peu les bases avant de parler plus en détail de ce sujet-là? T'as raison, les ordres de grandeur, c'est toujours hyper important. Alors, déjà, le premier point, c'est que c'est très difficile à mesurer de façon précise. Donc, les chiffres qu'on voit dans différents rapports sont assez variés, mais ça va de 2 à 4, à 6, à 8% des gaz, des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. Donc, ça reste quelque chose, c'est une industrie qui est assez polluante.
on entend souvent la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Bon, ça, je vais déconstruire le truc, ça veut rien dire parce qu'on peut polluer sur. Il y a plusieurs façon de voir la pollution. Le chiffre que je viens de dire, c'est les gaz à effet de serre. Il y a aussi d'autres impacts qui sont assez importants sur la pollution des eaux et des sols. Le coton, c'est un quart des pesticides utilisés dans le monde. Et sur l'utilisation de l'eau, parce que encore une fois, le coton utilise beaucoup d'eau. C'est d'autres impacts. Et il y a un autre type d'impact qui est aussi hyper important à avoir en tête, c'est l'impact social. Puisque les conditions de travail dans les pays où sont le plus manufacturés nos vêtements aujourd'hui sont très très loin des standards minimums. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette industrie et il y a beaucoup d'angles par lesquels prendre le sujet, mais c'est sûr que ça a un très gros impact. Sur Hommage plus particulièrement, Ouais. qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez avant de parler plus de vous et de comprendre un peu les barrières à l'entrée sur la seconde main, etc. Je veux comprendre comment est-ce que vous faites pour aller évangéliser un peu tout ça. Alors, du coup, je l'ai dit plusieurs fois déjà jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, tout le monde connaît Vinted, spécialement en France. 100% de notoriété, tout le monde les connaît. Pour autant, je le disais, il y a encore, au final, assez peu de gens qui se sont vraiment mis à la seconde main. Donc, notre solution avec Hommage, c'est de simplifier la seconde main pour tout le monde. Et donc, il y a deux volets à ça. Il y a le côté vendeur et le côté acheteur, puisqu'au final, on est une marketplace avec ces deux parties. Mais une marketplace un peu spéciale parce que nos vendeurs et nos acheteurs n'ont pas besoin de se parler. On est intermédiaires. Et donc, notre solution, c'est un dépôt-vente en ligne. L'idée, c'est de complètement décharger les vendeurs et les vendeuses du processus de vente. Donc on s'occupe de tout pour eux. On fait les photos des produits, les fiches produits, le prix, la mise en ligne, les commandes, et ils sont payés une fois que c'est vendu. Et de l'autre côté, on propose aux acheteurs et aux acheteuses une expérience qui soit la plus proche possible du neuf. Donc vous pouvez aller faire un tour sur hommage.fr, OMAJ, pour se rendre compte de quoi je parle. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des fiches produits super harmonisées, des photos très très clean, tout le bon niveau d'information pour décider d'acheter ou pas. Et ensuite, sur la fin de l'expérience e-commerce, là, on est sur des standards. Je paye tout de suite, le colis il est envoyé le lendemain, j'ai mon suivi, il n'y a pas besoin de relancer, etc., etc. Et cerise sur le gâteau, si ça ne va pas, on peut faire des retours. Je sais qu'il y a souvent un débat sur les retours dans la mode en neuf, ce qui est un vrai problème, mais en fait il vaut mieux acheter de seconde main et faire un retour que d'acheter en neuf. Donc l'idée, c'est que justement, si ça ne va pas, on se retrouve pas avec le produit sur les bras à devoir essayer de le revendre, mais on peut le rendre. Sur les différentes barrières à l'entrée dont tu parlais, donc la barrière pour le consommateur et la barrière pour le vendeur, la plus grosse barrière que vous avez du coup observé, c'est pour le vendeur déjà en commençant, avant de parler de la partie consommateur, c'est du coup cette difficulté d'aller vendre en fait le produit. Complètement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu dis, je commence par le vendeur, mais en fait, c'est le point de départ de ce problème, puisque dans la seconde main, on ne peut pas inventer les produits qu'on veut vendre et on ne peut pas juste appuyer sur un bouton pour qu'il soit produit. Donc le point de départ, c'est de réussir à mettre la main sur des vêtements qui existent déjà et qui ont déjà été portés. Ces vêtements, ils sont dans les placards de tous les particuliers, donc toi ou chez moi. Et le chiffre vraiment qui nous a étonnés au début et qui est notre moteur encore tous les jours, c'est que 70% des vêtements que l'on a ne sont pas portés. Donc on porte que 30% de ce qu'on a dans nos placards. Et en fait, je ne sais pas si tu visualises un petit peu ton placard, mais on a énormément de vêtements. Et en fait, on porte tout le temps les mêmes. Et là, on peut après rentrer dans les dérives de la fast fashion, ou alors on change hyper vite et on tombe vite aux oubliettes. C'est pas forcément le meilleur comportement, mais ça existe. Et la faute n'est pas forcément aux consommateurs. On pourra y revenir aussi. Donc c'est ça le point de départ. Et là où le bas blesse, c'est qu'on continue de remplir nos placards. Le chiffre assez fort, encore une fois, en France, c'est qu'un Français moyen, il achète 10 kilos de textiles par an, de textiles neufs. Donc c'est 40 vêtements par an. C'est énorme. Donc en fait, les placards sont pleins, 40 ils avec débordent, et on continue de les remplir. Avec 70% donc il y a des solutions comme Vinted
Ouais. Je dis 40 avec 70% qui restent aux oubliettes, plus ceux qui sont déjà en stock, etc. C'est vrai que ça commence à faire... C'est énorme. Ouais. Et en fait, j'invite tout le monde à compter les vêtements dans son placard et à regarder lesquels il porte vraiment. On est ultra surpris à chaque fois. Donc Vinted a contribué à démocratiser le tu ne le portes pas, vends-le. C'est ce qu'ils disent dans toutes leurs pubs. Et donc beaucoup de personnes ont déjà fait ça. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres personnes dont moi je fais partie, parce que du coup, j'en ai pas parlé au début, mais pour le coup, j'avais jamais vendu. Parce que j'avais pas le temps. En fait, ça prend un temps de fou de prendre toutes les photos, d'échanger avec les particuliers, de leur répondre la mesure ici, oui, je l'ai déjà porté à telle occasion, etc. Et il y a des gens pour qui ça fonctionne et c'est tant mieux parce qu'il faut une solution pour tout le monde. Mais il y a aussi plein de gens qui juste n'ont pas la patience et la motivation d'y consacrer ce temps-là. Donc notre solution, elle s'adresse à ces vendeurs. Donc c'est typiquement vendeurs et vendeuses, parce qu'on fait l'homme et la femme. C'est typiquement des actifs qui ont éventuellement une famille, qui vont valoriser le service tout inclus où ils n'ont rien à faire. Comment vous faites pour vous assurer d'avoir suffisamment de stock de votre côté, d'avoir suffisamment de vêtements entrants, comme tu dis, c'est quand même la base. Hein, s'il n'y en a pas à vendre, in fine, ça va peut pas non plus avoir tant d'impact que ça. Et s'assurer que de la qualité du vêtement. Comment vous faites pour, je sais pas, peut-être vous renvoyer les vêtements quand ils sont pas suffisamment qualitatifs ou pas. Enfin, qu'est-ce que vous faites exactement là-dessus? Alors ça c'est un bon point. J'en ai pas parlé avant, mais on a un positionnement qui est aussi un petit peu différent de ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement, où on est, je vais dire, relativement premium. Le prix moyen sur notre site aujourd'hui d'un vêtement, c'est 35 €. Donc 35 € en seconde main, c'est typiquement un vêtement qui en vaut une centaine en neuf. Donc c'est des marques qui sont, je vais dire, relativement premium. Pour autant, le prix de départ, ça va être plutôt dans les 10 €. Donc on a quand même beaucoup de Zara sur notre site. Et on va aller sur des prix jusqu'à 200-300 €. Donc ça, c'est assez important aussi en termes d'expérience client, là, du coup, plutôt côté acheteur aussi. Ça veut dire qu'on va s'insérer un petit peu entre un Vinted où le prix moyen il est à 15 € et où il y a énormément de fast fashion et d'ultra fast fashion et de pièces à 1, 2, 3 €, et en dessous d'un vestiaire collectif qui pour le coup est plutôt luxe avec que des pièces très très chères. Donc ça c'est notre positionnement. Donc concrètement ce sont les règles qu'on explique à nos vendeurs. Donc ça veut dire que en gros, deux gros critères. Le premier, c'est le fait qu'il nous faut des vêtements qui soient reportables directement par quelqu'un d'autre, donc qui ne soient pas outrageusement abîmés ou pas réparables. Typiquement, ça nous arrive d'accepter des pièces où il faut recoudre un bouton ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, on impacte le prix, mais on se dit que quelqu'un est prêt à l'acheter moins cher et à faire la réparation. Et le deuxième critère, c'est des critères de marque. Donc on ne va pas prendre, je l'ai dit au début, mais tout ce qui est fast fashion, ultra fast fashion et fast fashion, donc des marques comme Shein, Boo, tout ça. Au-delà de l'aspect moral et philosophique de pourquoi on ne veut pas promouvoir ce genre de vêtements, c'est aussi que économiquement, ça fait pas forcément de sens pour nous. Et donc pour répondre à ta question initiale de est-ce qu'on a assez de vêtements, j'ai envie de dire heureusement pour nous et malheureusement globalement, récupérer des vêtements pour nous, c'est pas du tout un sujet parce que il y a énormément de vêtements, encore une fois, bloqués dans les placards et en fait, les gens sont ultra séduits par le principe de ne rien avoir à faire et donc ça, on grossit de ce côté-là de façon hyper naturelle où on a des vendeurs qui nous renvoient des vêtements. On se dit une fois qu'on a fait le tri, c'est bon, mais en fait non. En moyenne, les gens ils nous envoient 2-3 fois des vêtements dans l'année. Et surtout ils recommandent le service, ce qui fait que de ce côté-là on est, encore une fois, malheureusement ou heureusement pour nous, on n'a pas du tout besoin de mettre d'efforts parce que le service parle vraiment de lui-même à un problème que beaucoup de gens ont. Donc ça veut dire que les vendeurs, les personnes qui souhaitent vendre leurs vêtements, en tout cas les donner pour ensuite mieux les valoriser, vous envoyez une quantité de vêtements en enlevant les marques d'ultra fast fashion. C'est ça. Et ensuite, vous de votre côté, vous allez voir lesquels sont vendables ou pas. Une partie du coup va être sur le site et l'autre partie, qu'est-ce que vous allez en faire? Exactement, on fait une première vérification qualité à l'arrivée. En réalité, ce qu'on ne peut pas vendre, c'est assez peu, hein. C'est moins de 10%.
Et c'est typiquement soit des gens qui n'avaient pas vraiment lu nos consignes et nous ont envoyé un carton plein de Shein. J'exagère un peu, mais presque. Il y en a eu un tout petit peu, très peu même. Soit plutôt, et c'est plutôt le deuxième cas, des gens qui avaient un pull où il y avait un trou, quelque chose qui était décousu, une tache dans le dos, ce genre de choses. Où en fait, quand on fait le tri, on se dit celui-là, je l'avais pas vu depuis longtemps, je l'avais pas mis depuis longtemps. Bon c'est bon, je m'en débarrasse. Et en fait, on l'avait pas mis parce que il était abîmé quoi. Donc c'est plutôt ça le cas. Et dans ce cas-là, du coup, on a deux portes de sortie. La première, pour ce qui est du coup encore en bon état et remettable, mais qui correspond pas à nos critères, c'est qu'on les donne à Emmaüs. Okay. Et la deuxième sortie, c'est pour ce qui est abîmé. Et dans ce cas-là, on va on les met en l'équivalent de borne relais pour que du coup ils soient recyclés. Ok, très bien. Comment vous faites pour déterminer le prix d'un vêtement? Pas simple. Et c'est justement quelque chose sur lequel on s'est beaucoup penché dès le début de l'aventure. Et c'est aussi une des différences par rapport à Vinted, puisque c'est nous qui fixons le prix des produits. Donc on a créé une sorte d'Argus, comme si je compare à l'automobile, du vêtement de seconde main, où en fait on a une énorme base de données où on vient comparer une pièce, on prend la catégorie, la marque, la matière et l'état, et en fait on va avoir un équivalent en neuf et appliquer une décote en fonction de l'état. Donc typiquement une chemise de Couples en coton. Le coton, c'est une matière qui est moyen plus, on va dire. Si elle avait été en soie, j'aurais eu quelque chose de plus cher. Si elle avait été en polyester, j'aurais eu quelque chose de moins cher. Voilà un petit peu si je simplifie ça. Et donc si elle est en très bon état, donc ça veut dire vraiment nickel, on pourrait croire qu'elle est neuve, on va être un petit peu en dessous de moitié prix. Si elle est en bon état, c'est-à-dire on voit qu'elle a été portée, mais ça pourrait être reporté. Typiquement, du coup, on voit pas là, mais j'ai un pull qui est un petit peu bouloché. Il peut être reporté tout de suite. Pourtant, on voit qu'il a déjà vécu. Et donc là, on sera plutôt à un quart du prix neuf. Donc ça, c'est la grande logique. Et en parallèle, on utilise aussi beaucoup de data et on utilise les prix moyens sur les marchés de seconde main. Et donc, notamment, encore une fois, Vinted et Vestiaire Collective, pour s'assurer qu'on soit aussi en ligne avec le marché. Parce qu'il y a typiquement des marques, par exemple Patagonia, et c'est un super exemple, qui sont un petit peu surcotées parce que très très demandées, et du coup c'est le genre d'indices qui vont nous permettre de mettre un petit plus ou un petit moins en fonction de marques qui vont être plus ou moins recherchées. Sur la partie consommateur, avant de parler des différentes barrières à l'entrée et de savoir ce que vous faites, qu'est-ce qui marche le plus et qu'est-ce qui marche le moins sur les plateformes, votre plateforme, et les plateformes de seconde main en général sur le prêt-à-porter? Est-ce qu'il y a des choses que vous recevez plus que d'autres, du coup de vendeurs à consommateurs ensuite achetés, des choses qui sont quasiment impossibles à reprendre du côté vendeur en disant faites ça, je sais pas, les chaussures, personne n'en achète, est-ce qu'il y a des sujets là-dessus? Les mots de la bouche. Encore une fois, c'est une bonne question parce qu'on a appris au fur et à mesure. Au tout début, on prenait tout. Et donc, on a très vite resserré les critères parce qu'il y a des choses, effectivement, qu'on n'arrivait pas à vendre. La première, pour une raison assez évidente, c'est la lingerie. On avait quand même des gens qui nous envoyaient, pour le coup, elle était neuve avec étiquette, mais on ne les vendait pas quand même. Donc ça, on a très très vite arrêté. On avait un peu plus testé sur la chaussure, donc tu l'as dit. Pour le coup, on a aussi arrêté pour l'instant. Je pense que le marché est encore un petit peu moins mature sur la chaussure que sur le vêtement, parce que je pense qu'il y a un petit peu toujours ce sentiment de quelqu'un a mis ses pieds dedans avant, et donc au final, honnêtement, même moi en tant qu'acheteuse, j'achète mes chaussures sur Vinted pour le coup, et je mets comme critère neuf avec étiquette, donc je pense que je suis pas le bon exemple là-dessus. Je pense qu'on y arrivera, mais ça passera peut-être aussi par des services de garantie de désinfection ou ce genre de choses pour avoir un petit peu plus de valeur ajoutée et vraiment rassurer les gens sur ce type d'achat. Donc ça, c'est du côté des catégories. Après, il y a des types de vêtements qu'on a arrêté aussi parce que ça se vendait pas du tout. Et je pense à un notamment qui sont les costumes pour hommes.
Okay. Et donc ça, je pense que c'est un petit peu lié au style qui évolue, et notamment avec plus de télétravail, etc. Au final, je pense que les hommes portent un petit peu moins de costumes, donc ceux-là, on en vendait très très peu et on a arrêté. Sinon, pour le reste, et ben justement, de façon très étonnante, on vend de tout. Il n'y a vraiment pas de critères de marque ou de style ou ce genre de choses, parce que juste il y a de tous les goûts dans la nature et c'est tant mieux. Du coup, ça nous permet de pouvoir taper très très large. Tout le monde peut vider quasiment tout son placard avec nous, modulo les critères dont j'ai parlé au début. Ouais. Et tout le monde peut trouver son bonheur sur Hommage parce qu'on ne s'enferme pas dans un style bien précis et chacun est libre de trouver ce qui lui plaît. Sur la partie consommateur, quels sont les retours que vous avez et qu'est-ce que vous avez travaillé de votre côté pour être sûr d'avoir le plus de consommateurs qui... Enfin déjà, avant de parler de ça, quel type de profils viennent sur Hommage? Est-ce que c'est des personnes qui ont peut-être déjà acheté sur la seconde main ou pas? Est-ce qu'ils viennent de Vinted, etc. Quelle différence ils ont? Et quels sont les leviers que du coup vous activez pour essayer d'aller chercher plus de monde? Alors ça va être deux réponses différentes sur les vendeurs et sur les acheteurs. Les vendeurs, c'est des gens qui globalement n'avaient jamais vendu avant, ou alors qui ont essayé de vendre sur Vinted et qui se sont dit j'arrête, c'est pas pour moi. Et donc c'est plutôt des nouveaux de la seconde main, on va dire, sur le côté vendeur. Et donc c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on va chercher, on va pas chercher des parts du gâteau à quelqu'un, mais vraiment on fait grossir le gâteau. Et donc ça veut dire on remet en circulation des vêtements qui étaient bloqués aujourd'hui. En termes de profil, c'est plutôt, je disais des actifs, donc ça va être grosso modo 25-55 ans. Plutôt des femmes, même si on fait hommes et femmes, en fait, on se rend compte que c'est souvent des femmes qui envoient même des vêtements hommes. Okay. Ça, c'est assez marrant. Et sur comment on en recrute de nouveau, c'est ce que je disais un petit peu au début. Chance pour nous, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Ça grandit de façon assez organique sur de la recommandation, sur des podcasts comme on fait en ce moment, Antoine. On en a fait plusieurs et ça donne envie à des gens de se lancer. Donc ça se fait assez naturellement. Sur le côté acheteur, par contre, c'est pas forcément la même histoire parce que là, on va être potentiellement plus comparé à d'autres plateformes. Et donc là, je dirais que j'ai pas les chiffres exacts parce qu'on peut pas les suivre comme ça, mais je pense que la plupart des gens qui achètent chez nous ont déjà acheté sur Vinted et soit ils n'ont pas vraiment aimé l'expérience, soit ils n'ont pas trouvé, mais en tout cas, on n'est pas aussi clivant que ce qu'on est côté vendeur. En revanche, une fois qu'ils ont essayé de venir chez nous, ils nous disent souvent vous êtes ma nouvelle marque de référence parce que l'expérience juste n'a rien à voir. Donc une fois que l'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Donc ça c'est aussi une super force pour nous. Après, comment on recrute des nouveaux acheteurs et comment surtout on se fait connaître, parce qu'on est encore tout petit et du coup il faut que notre voix porte et on peut pas se permettre de dépenser des milliers, enfin je dirais même des millions d'euros en publicité comme a pu le faire Vinted. Donc on a plusieurs cordes à notre arc. La première déjà c'est nos vendeurs, c'est ceux dont je parlais tout à l'heure, parce que du coup même s'ils sont venus chez nous au départ pour vendre, et ils ont découvert le site et ils ont pu être séduits par l'expérience et donc c'est notre première source aujourd'hui de recrutement, on va dire, de nouveaux acheteurs. Donc la deuxième c'est le service, je le disais un petit peu tout à l'heure. Mais une fois qu'on a commencé ou qu'on a vu un petit peu les pages produits, on se dit que l'expérience est quand même beaucoup mieux et du coup ça peut se voir rien que sur les avis clients qu'il y a sur les plateformes de notation. Je vais pas les donner là, mais j'invite les gens que ça intéresse d'aller regarder où on voit clairement la différence de service. Et la troisième, c'est sur toutes les choses qu'on construit avec notre marque. On a une grosse stratégie de contenu où on parle de façon assez naturelle
sur les réseaux sociaux, que ce soit Paul et moi, mon associé sur LinkedIn ou au nom de la marque sur Instagram. On est assez vocaux sur pas mal de sujets environnementaux, que ce soit d'ailleurs de la mode ou pas. Et donc ça plaît aussi beaucoup et ça permet aussi de nous faire connaître. Et en tout cas, les gens savent quand ils viennent chez nous pourquoi on fait ça. Et autre chose qu'on a lancé cet été qui marche super bien aussi, qui est un super relais pour nous, ça s'appelle le galon hommage. Donc le concept, c'est un galon concrètement. Donc c'est une petite étiquette en tissu qu'on coud sur les vêtements qu'on vend sur notre site. Et en fait, c'est le premier signe distinctif qu'un vêtement est de seconde main. Donc on vient pas changer la marque du vêtement initial, mais on rajoute quelque chose pour montrer que la pièce a eu une première vie et est remise en circulation. Et l'idée, c'est que les personnes qui portent les vêtements puissent crier haut et fort, ça c'est de la seconde main et j'en suis fière. Quand il y a quelques années encore, c'était plutôt quelque chose dont on se cachait. Donc ça aussi, c'est un bon relais pour nous parce que les gens vont le partager sur les réseaux sociaux ou même soirée entre amis. Il y a une petite étiquette sur la manche, on se demande qu'est-ce que c'est, je connais pas, qu'est-ce que c'est ce rond. Donc c'est aussi quelque chose qu'on utilise. Et après, dernier truc, c'est le référencement naturel. On est assez bon là-dessus. Si vous tapez une marque et seconde main derrière, il y a de fortes chances qu'on soit dans les premiers sur Google. Donc ça nous permet aussi d'avoir directement les gens qui sont intéressés par les pièces qu'on a, quoi. Donc d'aller directement chercher à l'acheteur, que l'acheteur vienne directement chez vous. Sur la seconde main, comment faire pour quelles sont j'imagine que c'est une de vos ambitions d'aller convaincre des personnes qui initialement achètent du neuf de les diriger vers de la seconde main. Pour toi, quelles sont les barrières à l'entrée dans ce type de cas et sur quoi vous travaillez pour aller accélérer cette transition? Alors, vaste question. Et je pense sur quoi on travaille, c'est que si je devais simplifier, je dirais il faut que l'expérience soit la même, en fait. Il faut pas que le sauter le pas soit hyper compliqué pour les gens qui sont ultra adeptes du neuf. Et donc vraiment si je dois résumer tout ce qu'on fait tous les jours, c'est essayer d'être le plus proche possible de l'expérience en neuf. Comme ça, faut que ce soit vraiment une évidence pour les gens. Une fois qu'ils ont entendu parler de nous et qu'ils essayent de faire de passer à la seconde main et qu'ils disent en fait l'expérience est la même. Les photos sont nickel, je sais à quoi m'attendre, j'ai un super service client, le colis arrive tout de suite. Si ça va pas, je peux faire un retour. Pourquoi racheter en neuf? C'est plus cher, gros problème. L'impact carbone est énorme. Ça devrait être une évidence. Donc c'est vraiment ce sur quoi on travaille tous les jours. Et ça passe par notre site internet, mais ça passe aussi par des expériences qu'on a pu faire en boutique. On a fait notamment des pop-up stores dans des grands magasins comme les Galeries Lafayette à Paris, Haussmann, où justement c'est le moment où on peut rencontrer un public qui venait ici pour acheter du neuf, et en fait ils sont eux-mêmes surpris que les pièces sont de seconde main. On a eu des expériences vraiment drôles où on se rend à la caisse quand on fait payer, les gens nous demandent mais au fait pourquoi c'est si peu cher, et on explique c'est de la seconde main, et ils n'avaient pas vu. Donc je pense que ça c'est peut-être le meilleur exemple pour dire que la transition n'est pas si compliquée, mais il faut que le fossé ne soit pas si grand pour qu'on puisse y passer de façon hyper naturelle, quoi. C'est vrai que vous êtes typiquement un tiers de confiance qui facilite l'achat, parce qu'on sait que sur Hommage on va avoir des produits qui ont déjà été pré-checkés, pas comme sur Vinted comme tu disais avant. Exactement. Où tu sais jamais à quoi t'attendre, ça dépend du vendeur. Il y en a qui sont plus stricts que d'autres sur la qualité qu'ils vont pouvoir vendre. Donc c'est important d'avoir ce tiers de confiance pour s'assurer d'avoir une bonne qualité en seconde main, et c'est ce que cherchent du coup la majorité des consommateurs. Sur l'autre côté, disons, si je me fais un peu l'avocat du diable de la seconde main de votre plateforme comme d'autres, Vinted et autres, même si je vous mets bien entendu pas dans le même bateau que Vinted, sur la seconde main au global, comment faire en sorte de pas tomber dans le fast fashion seconde main, l'ultra fast fashion seconde main?
c'est les dérives qui sont souvent décriées. Et je pense que tu fais bien de le pointer et il faut en parler. Ce concept, c'est un petit peu l'effet rebond. Et c'est beaucoup reproché à Vinted. Donc l'effet rebond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je fais une amélioration, mais du coup j'en profite pour la compenser et consommer plus. Typiquement, dans l'aviation, on prend les avions, ils arrivent à diminuer leur consommation de kérosène, ils en profitent pour aller plus loin. Donc au final, on a consommé le même kérosène. Donc c'est un petit peu le parallèle où on peut se dire en tout cas, il y a plusieurs aspects, mais si on se dit, j'achète beaucoup chez Zara parce que de toute façon, je peux facilement revendre sur Vinted et je me fais quasi tout l'argent de la vente. Donc pourquoi j'arrêterais? Ça c'est d'un côté. Et d'autre côté, on peut aussi se dire, en fait c'est moins cher, donc je peux en acheter plus. Donc c'est un peu je grossis le trait volontairement pour rentrer dans l'argumentaire. Donc ce serait un peu ça l'effet rebond. Ce que je conçois, et il y a probablement des comportements extrêmes comme ça qui sont néfastes. Maintenant, la réalité, c'est le chiffre que je disais au début, la seconde main, c'est 3% du marché du neuf. Donc on est encore très 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 loin d'avoir ce problème à l'échelle, même s'il existe philosophiquement. Dans les chiffres, on en est très très loin. Et quand on voit des marques, j'aime bien ces chiffres, mais on voit une marque comme Shein, que même beaucoup de gens de 25 ans et plus ne connaissent pas, qui est très très connue par les plus jeunes. Elle fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires en quelques années, quand Patagonia, la marque la plus emblématique, je pense, de vêtements éthiques, elle fait même pas 1 milliard. J'ai dit peut-être 10 millions tout à l'heure. Je vais dire 10 milliards. 10 milliards. Pardon, 1 milliard. Patagonia fait 1 milliard. Donc c'est 1/10 de Shein, alors que c'est l'exemple même de la marque éthique et qu'elle existe depuis une 50aine d'années. Et Shein, en quelques années, ils raflent tout, grâce notamment aux réseaux sociaux. Et ils sont quasiment aussi gros que Zara aujourd'hui. Donc, en fait, on marche sur la tête. Donc, au lieu de pointer du doigt les dérives de Vinted, je pense qu'il faut pointer du doigt les dérives de l'ultra fast fashion, mot qu'on a inventé d'ailleurs, parce que la fast fashion, ça allait même pas assez vite. Donc oui, c'est une réalité, mais je pense que c'est une toute petite réalité et que c'est aussi se cacher le plus gros problème qui reste l'énorme consommation en neuf, quoi. Totalement. Déjà, si on arrive à switcher sur de la seconde main, c'est déjà très bien. Et après, comme on dit, le mieux, c'est de pas consommer pour consommer, c'est de consommer quand vraiment on a un besoin et se reprendre la question de pas avoir, ça, c'est clair. Comme tu disais, par la suite, ensuite 70% de vêtements seconde main dans le placard et 30% qu'on utilise, ça sera dépasser le problème. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, Quoi. On est d'accord. La sobriété, c'est le premier point. Sur les législations, est-ce qu'il y a des législations qui existent pour vous faciliter ou au contraire qui vous rendent la vie plus difficile sur ces sujets-là? Alors, pas tant que ça. Je vais dire peut-être une chose qui nous avantage aujourd'hui en termes de législation fiscalement, enfin pas fiscalement, mais comptablement, c'est que on n'a pas la même TVA qu'en neuf. Donc c'est le seul truc qui nous aide, parce que la TVA c'est quand même 20% du prix quand on achète. Et nous, comme les vêtements ont une première vie, on considère qu'on n'a pas besoin de repayer la TVA complète. Donc ça aide aussi à avoir des prix plus attractifs. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui manquent et plutôt que de dire de quoi on a besoin pour aider la seconde main, même si ça fait partie des sujets, le vrai sujet c'est comment on contraint les géants de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Là-dessus, on fait partie d'un groupement qui s'appelle En Mode Climat, qui est une association en fait qui regroupe plus de 500 marques et acteurs de la mode engagés qui recherchent plus de régulation avec un objectif de sobriété. Et donc, en vrai, ce qui pourrait le plus nous aider, c'est de rechercher la sobriété via ces acteurs-là. Et donc, on milite pour des sujets de régulation sur l'écotaxe, sur un indice d'impact environnemental, sur le fait d'avoir un principe de pollueur-payeur, sur le fait de pénaliser les prix dérisoires
quand on délocalise et qu'on revend en France à prix très très bas, sur des campagnes de marketing, de greenwashing, sur un indice de réparabilité, parce que du coup c'est pas normal qu'aujourd'hui ce soit moins cher de racheter un vêtement neuf que de le réparer. Donc c'est plutôt tout ça qui va permettre de réguler l'industrie, qui au final sera bénéfique pour nous la seconde main, mais qui est un sujet vraiment beaucoup plus large. Sur ces enjeux-là de régulation, de tous les sujets dont tu as pu parler, je mettrai le lien de En mode climat. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur heureusement, mais qui est très important pour, comme tu dis, réguler les gros de la fast fashion et l'ultra fast fashion. Complètement. Quels sont les sujets sur lesquels vous voulez vous focaliser plus particulièrement sur cette partie-là? Est-ce qu'il y a des priorités dans ça? Et surtout, est-ce que vous avez un écho positif du gouvernement, des législateurs pour accélérer ce sujet-là? Alors on est encore au tout début, pour être honnête. Alors il y a des choses positives qui sortent. Il y a notamment eu la loi AGEC, la loi anti-gaspillage, qui du coup interdit de détruire les invendus non alimentaires. Donc ça c'est une première grosse avancée. Maintenant il y a toujours des gens qui détournent ça et ça donne aussi je pense un petit peu envie de détourner la seconde main pour en faire un circuit rebrandé de fin de stock. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, malheureusement, qui ont lancé leurs enseignes de seconde main et qui en fait les utilisent pour revendre les invendus de neuf. Parce que du coup, seconde main aujourd'hui, ça fait bien, etc. Ça devient plus facilement. Ça contribue un petit peu au greenwashing, mais bon, encore une fois, vaut mieux ça que les détruire, c'est sûr. Donc c'est la loi GEC, c'est quand même une grosse avancée. Maintenant, il reste encore plein de choses à faire. Le devoir de vigilance, par exemple, c'est aussi une autre avancée, mais qui est assez peu exploitée. Ou en tout cas, il y a eu très peu de cas qui ont été remontés, alors qu'il y a beaucoup de scandales qui sont connus dans la mode. Je peux parler de l'effondrement du Rana Plaza, où il y a eu des milliers de morts et on a retrouvé les étiquettes des marques qui produisaient là-bas et il s'est rien passé. Il y a eu les scandales sur l'exploitation des Ouïghours en Chine, où pareil, il y a la liste qui a été sortie de toutes les marques qui produisaient là-bas et il se passe pas beaucoup, pas grand-chose même. Donc il y a encore beaucoup à faire. Sur j'ai oublié ma question. Non, oui, sur les 3 questions de fin. Sur les 3 questions de fin, Marine. Déjà, je voulais te remercier pour toutes ces informations sur la seconde main. Ça donne honnêtement envie d'aller voir ce qui se passe sur Hommage quand on a le besoin. On rappelle d'aller acheter de nouveaux vêtements. Des vêtements de seconde main, c'est d'autant plus intéressant que des vêtements neufs. D'autant plus ils sont d'aussi bonne qualité. Donc en commençant par la première question, est-ce que tu as un contenu à nous partager? Je vais parler de faire son empreinte carbone. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai commencé mon cheminement. Et donc il y a le site Nos Gestes Climat qui permet de calculer facilement son empreinte carbone et d'avoir un peu les ordres de grandeur en tête. Et en tout cas, je suis persuadée que ça donne envie de passer à l'action. Donc c'est le site Nos Gestes Climat, mon contenu référent. Ok. Très bien, je mets très bien entendu le lien. Le geste climat, très important. Une action pour agir dès demain dans le bon sens. Alors du coup, faire son bilan carbone et sans langue de bois, les choses les plus impactantes qui vont ressortir, c'est probablement sur les modes de transport, avion et voitures individuelles thermiques et la consommation de viande. Mais si je devais prêcher pour ma paroisse, je dirais arrêter le neuf. Revendre les vêtements qu'on ne porte plus et quand il y a besoin, acheter seconde main. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu pourrais nous recommander dans le podcast? J'aime beaucoup les gens qui vulgarisent tous les sujets climat. Et du coup, je suis énormément Jean-Marc Jancovici et Thomas Wagner de Bon Pote. Donc j'ai écouté à peu près tous les podcasts qu'ils ont pu faire. Donc si tu peux en ajouter un... Je serais ravie. Ils sont assez clivants, mais je pense qu'on a besoin de ça pour prendre confiance et pour faire conscience, pardon, pas confiance, et pour faire avancer le débat.
prendre conscience et prendre confiance aussi sur le fait que aussi, c'est possible d'avoir des évolutions sur ces sujets-là. Si on souhaite vous retrouver, Marine, où est-ce qu'on peut le faire? Alors sur Instagram, sur hommage.fr et sur LinkedIn, Paul Charon, mon associé, et moi, on répond à tous nos messages. Et je vous conseille de suivre Paul et Marine, qui, si vous êtes sur LinkedIn, font des bons contenus sur la seconde main notamment, et de manière aussi plus globale sur d'autres thématiques qui sont très agréables à suivre au quotidien. En tout cas, Marine, merci beaucoup pour ton temps. Merci.